Bien le bonjour les anxieuses et enfin on se retrouve pour parler du run de Peter David sur Aquaman dans son intégralité. J'avais déjà fait une vidéo il y a plusieurs mois en arrière, mais je m'étais contenté de lire uniquement les 2 TPB disponibles à la vente. Donc ça se termine au 20 ou au 21. Au 20, à l'épisode 20, voilà. Je vous rappelle qu'en tout et pour tout, Peter David sur Aquaman, c'est 46 épisodes plus 1 en fait, 47, puisqu'il y a un épisode 0, donc 47 épisodes entre 94 et 98. La mini-série Time and Tide, 4 issues à lire avant cela, en 93. Et on a évidemment tout le travail de préparation qu'il a fait sur Atlantis Chronicles de 1990 à 1991. Voilà, donc on est vraiment sur un travail extrêmement conséquent sur plusieurs années. Et c'est vrai que la toute première fois que j'avais parlé sur la chaîne, j'avais pas encore lu Atlantis Chronicles, j'avais lu que les 2 TPB, voilà. Et depuis, vous le savez, j'ai racheté toutes les issues manquantes. Et j'ai enfin lu l'intégralité de ce qu'a fait Peter David sur le personnage. Et waouh, waouh. Ça va être extrêmement compliqué à résumer parce qu'en fait, on parle d'une aventure vraiment dense. Tu as des détails insignifiants en début d'aventure qui vont avoir des répercussions avec beaucoup plus d'envergure sur la fin. Tu vois, c'est pour cette raison que j'avais pris la métaphore de plusieurs rivières qui prendraient leur source à différents endroits et qui se rejoindraient toutes en un seul fleuve qui lui-même se jetterait dans la mer. C'est vraiment ce que je pense de cette série. T'as pas l'impression que c'est coupé en arc, puisque, par exemple, le dernier arc, justement, entre guillemets, on va appeler ça comme ça, sinon je vais m'emmêler les pinceaux. On va dire que le dernier enjeu, en fait, la dernière mission d'Arthur, donc on est sur les épisodes 44, 45 et 46, vraiment à la toute fin du travail de Peter David. On est en 98. Ce dernier enjeu, cette dernière mission trouve ses racines dans l'annual de 1994. Donc c'est vraiment un travail sur le long terme. Peter David prépare pas mal de choses qu'il va laisser en suspens pour les reprendre après, etc. C'est un travail de construction d'univers et de construction d'histoire qui est fantastique, qui est fabuleux, qui me rappelle les plus grandes heures de Geoff Jones, très clairement. Voilà. Et ouais, c'est très compliqué pour cette raison à vous résumer l'aventure. On va commencer avec Time and Tide, la fameuse mini-série. Donc là, on est très clairement sur un Aquaman Year One. Voilà. Je résumerai le titre de cette manière. C'est les tout débuts du personnage. Euh, on retrouve Arthur dans son Aqua Cave qui reprend l'écriture des Chroniques Atlantes qu'il avait retrouvées dans les ruines de Poséidonis ou de Tritonis, je ne sais plus, à la fin du run de Sean McLaughlin. Déjà, ça c'est quelque chose que je trouve absolument génial dans le travail de Peter David, c'est-à-dire qu'il fait hommage à tout ce qui a été fait avant lui. Il va prendre en compte la mini-série de 86, il prend en compte le run de Sean McLaughlin un an avant lui, il prend en compte beaucoup d'éléments de l'âge d'argent également. Donc en fait, ce qui est très cool, c'est qu'en plus d'être une vraie portée d'entrée, le Aquaman de Peter David, vraiment, en plus de proposer une aventure inédite pour un nouveau lectorat avec l'origine story qui va avec, donc très clairement c'est une porte d'entrée, et on a aussi des ponts qui sont bâtis avec tout ce qui a été fait avant. C'est-à-dire que pour un complétiste comme moi, tu peux clairement te dire que son histoire est canon avec tout ce qui a été fait sur le perso. Donc c'est absolument génial. C'est absolument génial. Et donc Time and Tide, c'est l'origine story du personnage. Voilà, alors c'est fortement inspiré de ce qu'ont fait Giffen et Fleming dans The Legend of Aquaman en 89. Et puis ça reprend exactement là où on s'était arrêté à la fin d'Atlantis Chronicles avec le jeune Orin abandonné par les Atlantes, livré à lui-même sur le corail de Mercy Reef. Et il va être élevé par des dauphins. C'est la dernière image d'Atlantis Chronicles. Il est récupéré par des dauphins et il est élevé parmi eux par une reine qui s'appelle Porm. Voilà, une reine dauphine qui s'appelle Porm. Il va avoir une petite famille comme ça. Alors au début, c'est rigolo parce qu'il va se prendre vraiment pour un dauphin. Il va nager, bah oui, forcément, il va vivre avec eux, il va grandir avec eux, donc il va vraiment se prendre pour un dauphin. Et puis à l'adolescence, quand tu commences à découvrir ton corps, là, lui, il va se rendre compte que ce n'est pas un dauphin. Et il va vivre un événement tragique. Alors, je vais être obligé de spoiler quelques éléments, je suis désolé. Mais il va vivre un événement extrêmement tragique avec la mort brutale de son frère dauphin, Drin, qui va être, comme vous pouvez le constater ici, happé par les hélices d'un chalutier. Et ouais, c'est extrêmement brutal. C'est très violent. On est vraiment sur un récit des années 90, donc l'âge sombre. C'est-à-dire qu'avec le ketchup, on n'hésite pas une seule seconde. Et
Et on a un pêcheur qui, voyant le pauvre dauphin agoniser à la suite de cet accident, va essayer de l'achever en lui envoyant un harpon et Orin va stopper le harpon. Mais il va très vite se rendre compte dès les pages qui vont suivre que le sort est plié pour son frère Drin. Voilà. Donc c'est tragique, c'est violent, c'est ce que j'ai envie de lire. Dans un récit de super-héros, moi j'aime qu'on me prenne les couilles. J'aime qu'on me prenne par les couilles. Et qu'on serre fort, fort, fort. Faut ressentir de l'émotion. C'est exactement ce qui se passe ici, regardez. Et là, en plus, il apprend les dures lois de la nature parce que il y a des requins, pardon, qui viennent tourner autour du cadavre de son frangin. Et puis, en très gros, voilà, la nature veut que les requins se repaissent de la carcasse de ce pauvre Drin. Donc c'est un adieu qui est brutal. C'est, entre autres, ce qu'on vous raconte dans Time and Tide, mais il y a pas mal d'autres éléments. Hein, le fait que Arthur, il ait passé une partie de sa vie de jeune adulte en Alaska. Il a rencontré son premier amour, une magnifique Inuit qui s'appelle Kako. Voilà, il va avoir des soucis avec elle. Et une fois de plus, ça c'est quelque chose qui va avoir d'énormes répercussions dans le run qui va suivre. Voilà, c'est pas anodin. Cette relation-là, n'est pas anodine. Et puis après, Peter David, justement, dans le dernier épisode, il résume en très gros ce qu'il y a à savoir sur le personnage. Voilà. Sa première rencontre avec son demi-frère, Orm Marius, Ocean Master. Vous avez remarqué que les initiales de l'alter ego sont les mêmes que de sa vraie identité, Orm Marius, Ocean Master. Voilà, la naissance du bébé. Donc tout est là en fait. Time and Tide, c'est vraiment adressé aux novices parce que c'est une porte d'entrée, parce que c'est une origin story. Elle est excellente cette origin story, c'est une des meilleures que j'ai pu lire sur le perso, si ce n'est la meilleure en vrai. C'est la suite d'Atlantis Chronicles. Donc pour les grands fanatiques d'Atlantis Chronicles, évidemment que ça fait plaisir, bordel. Et en plus de ça, ça parle aux complétistes, ça parle aux passionnés du perso qui sont là depuis l'âge d'argent, qui lisent ces récits depuis l'âge d'argent notamment. Puisque la version canon du personnage, elle date de 1959, pas ce qui a été fait pendant l'âge d'or, hein, je le répète. Donc vraiment, ça s'adresse à tout le monde. C'est un coup de génie là que réalise Peter David avec cette origin story. Time and Tide, c'est l'introduction. Voilà. On est sur un Arthur qui est donc dépressif, qui est livré à lui-même. Il vit reclus dans son aqua cave. Donc on reprend l'aqua cave créée en 1960. Il vit reclus dans son aqua cave. Il a repris l'écriture des chroniques atlantes. Et il se remémore un petit peu son passé. Voilà. Et puis on voit qu'il est dépressif, il est isolé, il laisse pousser sa barbe, ses cheveux, il prend plus soin de lui. Et il va développer petit à petit un comportement vraiment de solitaire, aigri. Vraiment, c'est un personnage aigri, énervé, plus violent que jamais. Alors on pourrait gueuler out of character, mais en réalité non, puisque étant donné que Peter David a bien préparé cette nouvelle version d'Aquaman, qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait pu lire avant sur le perso, hein, terminer le côté Boy Scout, mais c'est parfaitement justifié. C'est une suite logique, puisque évidemment, ça fait écho au fait qu'il ait perdu son enfant en 1978, il a perdu son bébé, il a perdu sa femme, Mera. Alors, elle n'est pas morte, hein, quoique c'est un peu compliqué, mais en réalité, elle n'est pas morte, elle a juste disparu, elle a claqué la porte. Le couple s'est pris la tête, le couple s'est fracturé, et ça a été très violent, il faut lire ça dans The Legend of Aquaman, vraiment, la rupture, elle est extrêmement hard, quoi. Et du coup, il a décidé de tourner le dos à ses responsabilités. Il ne veut plus être roi, il ne veut plus entendre parler d'Atlantide, et c'est pour cette raison qu'il s'isole dans son aqua cave. Voilà, il est dépressif, c'est un personnage dépressif, tout simplement. Voilà. Et Garth vient le chercher pour essayer de le sortir de sa torpeur, puisque il semblerait qu'il y ait un général de l'armée américaine qui les ait convoqués parce qu'il se passe des choses pas très nettes au fond de l'océan concernant une épave d'un sous-marin nucléaire. Voilà, j'en dis pas plus. À la suite de l'épisode qui va arriver, le personnage va perdre sa main dévorée par des piranhas. Je vais essayer de vous retrouver la séquence. Donc là, on est vraiment sur la préparation de ce que va être Arthur. Voilà. Vous voyez que c'est violent. C'est violent. Il se fait dévorer sa main par des piranhas. Alors évidemment, on va me dire comment ça se fait qu'Aquaman se fait dévorer sa main par des poissons. En fait, tout ça est une fois de plus parfaitement justifié. Déjà d'une, il faut bien comprendre qu'Aquaman, dans cette itération, c'est le descendant de Kordax. Il faut lire Atlantis Chronicles pour se rendre compte que Kordax, qui avait déjà ce pouvoir de télépathie sur les animaux, ce pouvoir était déjà limité en fait. Ce pouvoir était limité puisque lorsque les requins notamment étaient pris dans leur frénésie alimentaire, dans leur soif de sang en fait, ils devenaient incontrôlables même pour quelqu'un qui avait ce don, cette faculté de parler aux animaux, je résume.
Et donc on voyait que Kordax était en difficulté déjà dans Atlantis Chronicles et qu'il ne maîtrisait pas complètement ses capacités. Et voilà, ça explique aussi le fait que Arthur, à ce moment-là, il n'ait pas le total contrôle sur les piranhas qui sont en train de le bouffer. D'autant plus que on nous explique, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé génial dans l'écriture de Peter David, c'est que chaque espèce sous-marine a, sa, a ses facultés propres. C'est-à-dire que le dauphin sont extrêmement intelligents. Ce sont eux qui parlent le mieux d'ailleurs, voilà, quand ils s'adressent à Arthur, ce sont eux qui s'adressent dans le meilleur des langages, ils sont extrêmement intelligents, ils sont même prévoyants. C'est-à-dire qu'ils ont presque une faculté de précognition. Ils arrivent parfois à voir l'avenir. Ce sont des êtres extrêmement intelligents. Les requins sont beaucoup plus débiles par contre. C'est génial parce qu'à chaque fois que tu as une conversation entre deux requins, ils sont complètement cons, ils sont amnésiques, ils se souviennent plus de ce qu'ils ont fait il y a 10 minutes. Voilà. Et c'est aussi pour cette raison que c'est plus compliqué de les contrôler eux. Mais il arrive à le faire. Et très clairement, Arthur nous dit que les piranhas, ils sont ingérables. Les piranhas, ils n'ont pas de cerveau, ils sont cons comme leurs pieds, ils sont cons comme des manches à balai. Eux, ce qui les intéresse, c'est de bouffer. Donc, à partir de là, c'est très compliqué pour lui de les gérer et de les contrôler. C'est pour cette raison qu'il se fait bouffer par les piranhas. Quoi. Donc, vous voyez, c'est parfaitement expliqué. Hein. Et donc, il va décider de remplacer sa main qui lui manque, sa main gauche, par un harpon, comme vous pouvez le voir sur la couverture. Pourquoi un harpon? En fait, c'est pas anodin comme choix d'arme. C'est l'arme qui est généralement utilisée par les surfaciens contre les espèces marines, en fait, contre sa propre famille. Voilà. Et en fait, lui, il a dans l'idée de retourner cette arme contre ceux qui voudraient la brandir contre ses frères. Tu vois, voilà. Premièrement et deuxièmement, c'est aussi l'arme qui a failli achever son frère Drin, hein, vous savez, le dauphin qui s'est fait déchiqueter là. Et le pêcheur avait tenté de l'abattre, de l'achever, ça partait d'un bon sentiment pour éviter à cette pauvre bête de souffrir davantage. Et Orin, il l'a récupéré, ce harpon, il l'a emmené avec lui plus tard dans son aquacave et c'est devenu un objet mémoire un petit peu, tu vois, voilà, un souvenir. Tragique certes, mais ça, c'est devenu un souvenir. Et c'est ce harpon justement qu'il secoue à sa main manquante. Alors au début, c'est juste un harpon, tout ce qu'il y a de plus lambda, c'est juste une lame en fait, il s'en sert un peu comme d'une épée. Il a scotché ça avec un sparadrap waterproof. J'aimerais bien qu'il me donne la marque de ce sparadrap parce qu'il a l'air vraiment solide pour le coup. Et puis plus tard, il va se faire améliorer ce harpon par un. Ça va très très vite, il ne faut pas attendre 15 épisodes, ça va au bout de 3-4 épisodes, je crois que c'est réglé. Son harpon est changé pour quelque chose de beaucoup plus stylisé, de beaucoup plus efficace. C'est un ingénieur de Star Labs qui lui greffe un harpon de sa technologie en métal indestructible, tu vois, le genre de bullshit habituel quoi. Et ce harpon, pour le coup, il est déjà beaucoup plus stylisé parce qu'il est en or. Et en plus, il est rétractable. C'est-à-dire que tu peux le projeter, tu peux t'en servir comme d'une épée, comme d'un crochet. Tu peux le projeter à plusieurs dizaines de mètres devant toi. C'est très pratique pour s'agripper au bâtiment. D'ailleurs, il y a un épisode où Aquaman fait un petit peu du Spider-Man. C'est très rigolo. Et tu peux carrément le rétracter pour qu'il n'y ait plus rien d'apparent. Voilà. Donc c'est hyper pratique. Et c'est un harpon qui est contrôlé par la pensée. Voilà, cybernétiquement, je ne sais pas si ça se dit. C'est un peu du bullshit, mais pourquoi pas? On est dans un récit de super-héros, je suis pas à ça près, si tu veux. On est sur un homme qui communique avec des dauphins, donc pourquoi pas le coup du harpon contrôlé par la pensée, ça me dérange pas. Voilà, ce qui justifie qu'il n'a pas de télécommande et qu'il s'en sert un petit peu à volonté. Sur les premiers épisodes, t'as l'impression que Peter David part un peu dans tous les sens. C'est très bizarre. Il fait intervenir beaucoup de personnages qui n'ont rien à voir dans la galerie d'ici. T'as Lobo, t'as Superboy, la version 90s de Superboy qui est absolument dégueulasse. Mais à chaque fois, les apparitions de ces personnages sont parfaitement justifiées. Je prends l'exemple de Lobo. Pourquoi est-ce que Lobo débarque dans une aventure Aquaman? Tout simplement parce que, vous savez, il est toujours entouré par des dauphins, Lobo. Ses meilleurs potes, c'est des dauphins de l'espace qui voguent avec lui. Et un jour, il y a un de ces dauphins, parce qu'il faut savoir que ces dauphins, ils aiment régulièrement aller se baigner avec des vrais dauphins de la planète Terre, dans les océans de la planète Terre. Voilà, ils retournent un petit peu aux sources, ils s'offrent des petites vacances, on va dire, avant de retourner dans l'espace pour retrouver leur maître. Et il y a un de ces dauphins à Lobo qui se fait buter salement par des pêcheurs japonais. Donc ça la fout très très mal. Est-ce qu'on va retrouver ça d'ailleurs? Ça arrive plus tôt, je pense. Ça doit arriver plus tôt et
Ouais, parce que comme j'expliquais, il y a des choses qui arrivent dans l'épisode, je vais te dire une connerie, dans l'épisode 2, et en fait, tu as des répercussions dans l'épisode 37, quoi. Donc du coup, c'est toujours compliqué de savoir où est-ce que ça trouve sa source, etc. Mais l'idée, c'est qu'il y a un des dauphins de Lobo qui se fait buter par des pêcheurs japonais, et du coup, Lobo, il débarque plus violent que jamais, avec la ferme intention d'en découdre, quoi. Il va botter le cul à ses pêcheurs. Et donc forcément, Aquaman, il est là pour mettre un petit peu les hauts là, même si lui, il a plus tendance à prendre parti du côté des dauphins. Cet Aquaman, il faut bien comprendre qu'il est violent, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas avec son harpon à embrocher des tibias et à planter des mecs. Et en fait, on pourrait presque être sur du out of character, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à ce moment-là, il sait que ce qu'il fait, c'est pas bien. Tu vois, il sait que ce qu'il fait, c'est pas bien, et il constate qu'il est devenu quelqu'un qu'il n'aurait jamais voulu devenir. Donc ça, c'est très important. Parce que petit à petit, il va devoir redevenir celui qu'il a été, tu vois, ce Boy Scout qu'il a été avant sa transformation physique et comportementale. Donc en fait, ouais, au début, sur les premiers épisodes, t'as l'impression que ça a un peu ni queue ni tête. Alors c'est toujours très cool. C'est toujours très cool parce que le personnage est clairement iconisé. Il y a beaucoup d'humour, mais ça ne désamorce jamais les dangers ou la gravité de certaines situations. Mais il y a toujours beaucoup d'humour et l'équilibre est parfaitement maîtrisé. Et tu te dis, mais ouais, ok, mais c'est pas assez consistant. Jusqu'à un moment donné, qui paraît anodin, qui va donner lieu à un gros morceau. Arthur est envoyé, ça je ne vous le dirai pas comment, Arthur est envoyé directement sous la cité de Poseidonis. Poseidonis, Atlantis Chronicles, voilà, ville sous-marine, capitale d'Atlantide. Il est envoyé, en fait, il se rend compte à son réveil qu'il est sous la ville. Et sous la ville, il y a quelque chose qui est vraiment bizarre, c'est qu'il y a, comme qui dirait, un vaisseau, un immense vaisseau, qui semblerait venu tout droit d'une galaxie lointaine. Un vaisseau extraterrestre. Et en affrontant un ennemi à ce moment-là, Arthur va envoyer son harpon, sans le vouloir, directement dans la coque du vaisseau. Et donc là, il va être relié mentalement au vaisseau. Il va apprendre beaucoup de choses. Seulement nous, on ne va pas le savoir à ce moment-là. On va nous garder la surprise pour la suite. On sent qu'Arthur, à ce moment-là, il a une illumination. Il emmène Dolphine, oui, parce qu'il y a un personnage féminin qui a été introduit très tôt dans le run, qui est Dolphine. Ça devient un petit peu sa nouvelle sidekick, en fait. Je vais essayer de vous la trouver. Et je trouve que c'est sa sidekick la plus intéressante. Parce que c'est une meuf qui parle pas beaucoup et qui est hyper badass. Elle botte des fions, et bordel. C'est typiquement le genre de personnage féminin que je kiffe, quoi. Elle est sexy, elle botte des culs, quoi. Voilà. Donc, ouais, Dolphine, voilà. Excellent. Elle prend un petit peu le rôle de Garth pour le coup. Ça devient une Aquagirl en fait. Et Garth est là. Hein. Et d'ailleurs, Garth, il est aussi ultra charismatique. Garth, il est plus charismatique qu'il ne l'a jamais été. Je vais essayer de vous trouver cette fameuse case où ça doit être dans l'épisode 2 ou 3. C'est assez tôt dans l'aventure. Voilà. Regardez le petit Aqualad, comme il a bien grandi. Tu vois, Peter David, il arrive à rendre Aqualad badass. C'est te dire. C'est te dire tout le travail qu'il fournit sur cet univers. Donc, à ce moment-là, Arthur, on sent qu'il se passe quelque chose dans sa tête. On ne sait pas quoi. Vraiment, on ne sait pas quoi. Et il part à l'aventure avec Dolphine. Et il va essayer de rallier les 7 cités perdues d'Atlantide, les 7 anciennes capitales d'Atlante, quoi, à sa cause. Pourquoi? Est-ce que je spoil, est-ce que je spoile pas? En fait, il y a une menace intergalactique qui arrive. Il y a une menace venue d'une autre galaxie, d'un autre système, qui va débarquer sur Terre. Cette menace, ce sont les Hunter-Gatherers. Alors les Hunter-Gatherers, qu'est-ce que c'est? C'est une race extraterrestre, donc les chasseurs-cueilleurs en français, qui sont venus sur la planète au temps des dinosaures. Et étant donné que ce sont des chasseurs, hein, c'est marqué dans le titre, comme le port salut, c'est écrit dessus. Étant donné que ce sont des chasseurs, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont éradiqué, ils ont chassé tous les dinosaures, ils ont éradiqué les espèces des dinosaures. Et après quoi, il y a eu une période glaciaire sur Terre, et eux, ils ont fui. Ils sont repartis dans l'espace, et ils sont revenus après cette période glaciaire sur Terre. Les Hunter-Gatherers, physiquement, ils ressemblent à des humains normaux. Voilà, donc ils ont pu se fondre dans n'importe quelle civilisation. Ils ont d'ailleurs aidé à bâtir des civilisations entières, dont Atlantide. Et puis, ceux qui étaient restés dans l'espace, leurs semblables qui étaient restés dans l'espace, ils se sont fait envahir, esclavagiser et anéantir par une autre race extraterrestre encore plus forte. Des espèces de reptiliens. Voilà.
Et donc les hunter-gatherers qui sont restés sur Terre, ils se sont un petit peu planqués, voilà, comme j'expliquais, ils se sont fendus dans la population. Et il y en a parmi eux qui ont aidé à fonder la capitale de Hy-Brasil, qui est une grosse cité atlante. Il y a plusieurs cités atlantes, il y en a 7. Il y a Poséidonis, Tritonis, hein, la ville de Chalaco, Dardanus, pour ceux qui ont lu Atlantis Chronicles. Vraiment, je le redis, Atlantis Chronicles, c'est essentiel. Si tu n'as pas lu ça, si tu n'as pas regardé les vidéos sur la chaîne, petit coup de pub, c'est compliqué pour toi d'avoir tous les tenants et aboutissants et tu vas passer à côté d'énormément de choses extrêmement savoureuses dans le run de Peter David. Donc, lis Atlantis Chronicles, bordel, c'est du béton, c'est excellent. Donc, Poséidonis, Tritonis, on a Tirnanaog, qui est la cité magique d'Atlantide. Tirnanaog, c'est une cité qui a été créée par Neil Posner dans la mini-série de 86. Donc, pas besoin de lire la mini-série en question, ne vous en faites pas. Voilà. Et c'est tant mieux parce que c'est pas terrible. Mais au moins, il y a une référence qui est faite et Tirnanaog existe. Ce qui veut dire que, une fois de plus, Peter David il bâtit des ponts avec des choses qui ont déjà été faites avant lui, en 1986, notamment avec Neil Posner, le fameux costume bleu. Donc on a Tirnanaog aussi en troisième, on a en quatrième Hy-Brasil, qui est la cité dans laquelle les hunter-gatherers qui sont restés sur Terre ont trouvé refuge. C'est une cité qui est extrêmement profonde, là où il fait nuit noire, tu vois, vraiment au plus profond possible des abîmes, quoi, des abysses. Et du coup, ils ont évolué. Donc, je vous avais dit qu'à la base, ils ressemblaient à des humains normaux. Là, c'est pas le cas des hunter-gatherers qui sont restés à Hy-Brasil. Évidemment, ils ont muté, ils respirent sous l'eau et c'est devenu des créatures assez flippantes, quoi. Vraiment, pour le coup, là ça ressemble à des aliens. Ils sont là. Voilà. C'est ceux que j'avais cru apercevoir dans le trailer de Aquaman and the Lost Kingdom. Je vous en avais parlé. Mais au final, plus ça va et plus je me dis qu'ils ne sont pas allés aussi loin dans les références dans le film, malheureusement. Voilà. Cité de Hy-Brasil. On a une autre cité qui est la cité de Basilia. Une fois de plus, Atlantis Chronicles. La cité de Basilia, c'est cette forteresse géante que construit le roi Ansu, le roi Atlante Ansu, lorsque lui et son armée atlante tentent de conquérir la terre, tentent de conquérir la surface. Ils se baptisent une place forte, hein, afin d'éviter d'avoir à retourner à Poséidonis à chaque fois. Ils bâtissent une place forte à la surface de la Terre, c'est Basilia, en référence à Basile, qui est un personnage fondamental d'Atlantis Chronicles, puisque c'était le chef des armées à un moment donné, le bras droit d'Orin, voilà, du premier Orin. Basile, personnage extrêmement stylé, qui plus est. Donc voilà, Basilia, et puis il y en a d'autres, mais je les ai oubliés, je les avais notés, mais je les ai oubliés, bref. Et Arthur, il va partir dans l'idée de rassembler toutes ces civilisations disparues derrière lui pour affronter la menace extraterrestre. À ce moment-là, dans l'univers d'ici, les super-héros majeurs ont tous foutu le camp, ils sont plus sur Terre, parce qu'ils sont en train d'affronter une autre menace. Voilà, c'est un crossover. Alors, c'est un event, je crois que c'est Final Night, quelque chose comme ça. J'ai pas lu l'event en question, donc je pourrais pas vous en dire plus. Mais ce qu'il faut retenir et ce qui est expliqué là-dedans, c'est qu'Arthur, en très gros, bah, il est tout seul. Pas tout seul complètement, il y a Power Girl, enfin il y en a 2-3 qui sont restés avec lui, mais voilà, Superman, Batman, Wonder Woman, et personne n'est là, quoi. Il est avec Power Girl, il y en a beaucoup qui aimeraient être seuls avec Power Girl d'ailleurs. Et donc, ben, il va essayer de fonder sa petite armée à lui, avec Garth, avec Dolphin, avec les gens qu'il va rencontrer tout au long des précédents épisodes. Voilà. Les gens qu'il rencontre également à Basilia, enfin voilà. Pour affronter cette menace ultime. Ça, c'est le gros morceau du run. Les Hunter-Gatherers, vraiment, c'est la pièce maîtresse du run. Et une fois que cet arc, entre guillemets, je mets toujours des guillemets parce que, une fois de plus, c'est pas débité en arc, c'est beaucoup plus subtil que ça. Beaucoup plus complexe. Une fois que ça c'est terminé, ben après, évidemment, David il enchaîne sur d'autres choses, des événements qui, comme j'expliquais, trouvent leurs racines beaucoup plus tôt dans l'aventure. Et parfois même des choses qui découlent directement de cette période des Hunter-Gatherers. C'est touchant comme aventure. Déjà, c'est imprévisible. Moi, honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'on soit sur du space opéra. Alors, on n'est pas dans l'espace, mais ça reste un space opéra dans le sens où ben, c'est une menace extraterrestre qui vient envahir la Terre. Et Arthur, pour lui faire face, il va être obligé d'aller chercher des civilisations disparues. Donc, il y a vraiment un côté space opéra avec cet affrontement de toutes ces civilisations. Et d'habitude, je déteste les space opéras parce que, comme son nom l'indique, ça se passe dans l'espace. Et quand on est dans l'espace, on se permet tout et n'importe quoi. Là, étant donné que ça reste sur Terre et que l'or est parfaitement défini d'entrée de jeu, on parle de 7 cités atlantes, pas de 50. Voilà. Donc, c'est parfaitement contenu. Et tout ça reste cloisonné.
Voilà, il y a 2 espèces extraterrestres, 7 cités atlantes, ça fait du monde, je dis pas le contraire, ça fait du monde, ça fait un lore extrêmement riche, extrêmement conséquent, foisonnant, mais ça reste contenu, ça ira pas au-delà et c'est ça que j'aime bien, tu vois? C'est quand les choses sont définies d'entrée de jeu, qu'il y a des règles et que pas du jour au lendemain on me dise: «Ah oui, mais alors sur cette planète, il y avait aussi ça». Non, ça m'emmerde, tu vois? C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les space opéras. Donc déjà, c'est imprévisible parce que je m'attendais vraiment pas à kiffer du space opéra. Je m'attendais vraiment pas à ce que Peter David parte dans cette direction. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur l'univers de Star Trek en comics. Donc forcément, bah voilà, hein, les références sont toutes trouvées. Et ouais, je m'attendais pas du tout à kiffer cette aventure à ce point-là, quoi. Il m'a pris par la main, il est parti dans ses délires, mais une fois de plus, tout est maîtrisé de A à Z. Et waouh! Putain, c'était la gifle, quoi. Et c'est vachement. Alors, déjà, c'est jouissif quand tu es fan d'Aquaman parce que même si le personnage physiquement, c'est plus celui que tu as connu, celui que tu aimes forcément avec le costume orange iconique et bien, voilà, la coupe de cheveux qui va bien et bien rasé de près, quoi. Même si on est à des années-lumière de cette version du personnage, celle-ci, elle reste cohérente en fait. C'est le futur d'Aquaman, quoi. C'est une version un peu plus trash, mais parce qu'on t'explique qu'il a évolué mentalement. Donc ça reste cohérent et surtout le personnage, pour le coup, il est vraiment dépoussiéré et iconisé, quoi. Là, il fait vraiment du sale, quoi. Là, il botte vraiment des fions et waouh! Et c'est génial, c'est génial. Et je le répète. Faudrait pas me dire, oui, bah finalement, Jason Momoa, il est pas si loin que ça. Si, il est à des années-lumière, Jason Momoa, parce qu'en fait, le mec, il se renifle ses aisselles, tu vois. Bordel de merde. Regardez-moi ça, la classe absolue. Très clairement, hein, David, de toute façon, quand il est arrivé sur le titre, il avait en priorité de dépoussiérer le personnage et d'aller chercher du lectorat, parce qu'Aquaman, ça vend pas. Ça a jamais vendu Aquaman. Donc l'idée, c'était vraiment de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière pour aller passionner les gens sur le personnage. Et ça a marché, parce que je peux vous dire que j'ai lu du courrier des lecteurs, j'ai lu tous les courriers des lecteurs sur les épisodes 21 à 46, et les gens ont kiffé leur race, quoi. Les gens, ils ont vraiment surkiffé. C'était la grosse série à l'époque, hein. C'était la série Anne Paloupes, et il y a beaucoup de lecteurs qui disent j'ai été pris, j'ai mis le doigt dedans, je me suis laissé embarquer dans un truc, je l'attendais pas. J'attendais pas à lire je m'attendais pas à lire du Aquaman. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, à cette époque-là, on était en train de lire ça, c'était mauvais, et du coup, bah, ils se sont retrouvés à acheter les 46 épisodes du Aquaman de Peter David, quoi, et aller jusqu'au bout. Impensable. Ouais, c'est émouvant, c'est émouvant. Il y a un épisode qui m'a fait pleurer, pour de vrai. Voilà, je sais plus c'est le combien, mais il y a notamment un passage dans cet épisode, waouh, qui m'a vraiment pris par les sentiments. Et moi, qui suis très proche des animaux, je l'ai vécu, très durement ce passage. Mais une fois de plus, ce que j'attends d'une histoire, c'est qu'elle vienne me chercher, qu'elle vienne chercher en moi des émotions, quoi. J'ai pas fait le tour parce que c'est très compliqué de résumer tout ça, c'est tellement dense. Évidemment, tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait, il y a pas mal d'épisodes de préparation qui sont pas excellents, je vais pas vous mentir, il y a pas mal de moments où bon, c'est un petit peu en dessous au niveau de la qualité, mais par contre, si les aventures, si les intrigues qui concernent Aquaman en elles-mêmes sont pas toujours au top, l'intrigue de fond qui, elle, reste le fil rouge de la série. Le fil rouge de la série que vous allez retrouver sur n'importe quel épisode, quels que soient les enjeux qu'affronte Aquaman, il y a un fil rouge qui est le devenir de la cité de Poseidonis. Poseidonis, c'est le personnage principal en fait de cette grande aventure, quoi. Et Poseidonis, on l'a vu évoluer à travers les siècles dans Atlantis Chronicles. Et là, on nous propose la suite. C'est toujours cette même Poseidonis, évidemment, avec le même lore, hein. Shalako, on parle de Cordax. D'ailleurs, Cordax revient ici. Cordax revient ici, bordel de merde, quoi. Je vais vous le montrer. Allez, on va se le permettre. Ça doit être plutôt dans le deuxième TPB, ouais. C'est plutôt dans le deuxième TPB. Voilà, Cordax. Bah. Si ça vous donne pas envie, les petits gars. Ouais, le fil rouge, c'est vraiment Poseidonis. Poseidonis, la cité qui va elle aussi vivre des aventures incroyables, tout du long.
Et moi qui suis un passionné d'Atlantis Chronicle, j'étais vraiment hyper hypé à chaque fois d'avoir en trame de fond le devenir de Poseidonis, quoi. Cette cité, tu l'as connue sur Terre avant le grand déluge, tu as connu ses premières années sous l'eau quand les Atlantes respiraient pas encore sous l'eau dans Atlantis Chronicle, tu as vu l'évolution, c'était passionnant. Et là, tu as la suite de ça, quoi. C'est génial, c'est génial. Et David ne m'a pas déçu, il m'a pas déçu. Il m'a même surpris, agréablement surpris. Et il m'a pris à contre-pied à pas mal de fois, quoi. Et ça, comme j'expliquais, le fil rouge Poseidonis, c'est là tout du long. Donc même quand Arthur il affronte un truc qui est pas terrible ou qu'il y a un truc qui te fait un peu grincer des dents, parce qu'évidemment Peter David il peut pas être au maximum de sa forme sur 46 épisodes d'affilée, 47 même. C'est très compliqué, plus ses agneaux, donc tu imagines bien que voilà, il peut pas être toujours au top de sa forme et par moments tu le ressens, mais il y a toujours cette intrigue, quoi qu'il arrive, qui vient sauver l'épisode. Donc ouais, c'est du bon du début à la fin, c'est du tout bon. Alors à la fin par contre, parlons-en. À partir des tout derniers épisodes, donc on va dire 43, 44, 45, je vous rappelle qu'il est parti après l'épisode 46, il prépare quelque chose qui s'annonce spectaculaire, ok? Et tu te dis, mais comment il fait pour préparer quelque chose avec encore plus d'enjeux que ce qui a été fait avant? Alors qu'avant, c'était déjà le summum, quoi, tu vois. Comment est-ce qu'il va faire, quoi? Le mec te surprend tout le temps. Le problème, c'est qu'il y a de la préparation, il te tease un ennemi qui est Triton, le fils de Poséidon, donc un dieu, voilà. Sachant que la rivalité entre Triton et Arthur, elle date du premier Annual en 1994. Et elle trouve ses conséquences dans les épisodes 44 et 46, donc sur la fin de la série. Voilà. Et cette rivalité entre Triton et Aquaman, malheureusement, elle se termine un petit peu en queue de poisson, sans mauvais jeu de mots, parce que Poséidon, en plus, il a une vraie queue de poisson comme les Tritoniens. Ça se termine un petit peu en queue de poisson. Pourquoi? Parce que Peter David est parti précipitamment du titre. De ce que j'ai cru comprendre, c'est pas facile de trouver les infos sur Internet, mais j'en ai trouvé quelques-unes. Malheureusement, ça va pas dans les détails. De ce que j'ai cru comprendre, il y a eu prise de tête entre Kevin Dooley, l'éditeur, et Peter David. Voilà. Peter David parle de différents artistiques, en expliquant d'ailleurs que généralement, quand on emploie le terme différents artistiques dans le monde d'Hollywood, dans le monde de la pop culture américaine, quand on emploie le terme, voilà, il y a eu des différents artistiques, c'est que ça cache quelque chose de beaucoup plus gros. Okay, voilà. Mais il n'est pas rentré dans les détails dans l'interview que j'ai lue de lui. Il n'est pas rentré plus que ça dans les détails. Et voilà, il dit en très gros, j'ai quitté parce que différents artistiques. J'imagine qu'il s'est pris la tête avec son éditeur pour peut-être des broutilles. Et tu le ressens sur la fin de cet arc. Parce que c'est bâclé. Au moins, l'arc est bouclé. Au moins, ce qu'il a entrepris avant, il va jusqu'au bout, il le termine, mais c'est précipité. Ça aurait nécessité, j'imagine, 3 ou 4 issues de plus. Voilà. Et j'ai vraiment eu cette impression que c'était rushé parce que il voulait se barrer. Il voulait se barrer, il s'est dit, allez, en un épisode, je plie le truc et ciao, quoi. Vraiment cette impression-là. Je me trompe peut-être complètement, mais c'est vraiment l'impression que j'ai eue en lisant. Et alors là, j'ai pas les issues sous la main, j'ai pas ramené les 25 bouquins ici dans la bagnole, hein, je me suis contenté des 2 TPB. Mais en très gros, Peter David part sur un cliffhanger de bâtard. Pas de bâtard pour le lecteur, dans le genre oh, qu'est-ce qui va se passer? Non, non. De bâtard pour l'écrivain, pour l'auteur qui va prendre la suite. Alors, honnêtement, je vais pas m'avancer, j'en sais rien. Peut-être que Peter David a rencontré Dan Abnett, parce que c'est Dan Abnett qui prend la suite, qui prend à partir de l'épisode 47. Peut-être que Peter David a rencontré Dan Abnett, et peut-être qu'ils se sont mis d'accord sur l'enchaînement, en fait, sur la passation de pouvoir, sur la transition entre l'épisode 46 et 47. Ok? Et peut-être que du coup, Dan Abnett savait où il allait aller avec ce cliffhanger. Je l'espère pour lui. Parce que c'est vraiment pas l'impression que j'ai eue. Moi, j'ai plutôt eu l'impression d'un Peter David qui, sur cette dernière page, disait clairement salut les mecs, vous m'avez cassé les couilles, démerdez-vous. Démerdez-vous avec ça. Parce que personnellement, je serais le scénariste qui a repris derrière, qui a repris à l'épisode 47, il aurait fallu me payer très cher. Parce que là, partir avec ça,
c'est compliqué, hein, je peux pas trop spoil. Parce que l'idée, c'est de vous donner envie d'aller sur le run, évidemment. Et de le réclamer. À corps et à cri, réclamer ce run à Urban Comics. Moi, je suis pas sur les réseaux sociaux. Je sais pas comment ça marche avec les hashtags, les machins et tout. Je sais absolument pas. Mais s'il y a un hashtag à faire, c'est bien ça, quoi. Réclamer le Aquaman de Peter David à Urban Comics. Alors, on va vous dire, oui, mais ça se vend pas, Aquaman. Bah oui, mais ça se vend pas parce que t'as pas publié les bonnes choses aussi. T'as publié La Mort du Prince. J'adore La Mort du Prince, hein, attention, hein, j'adore. Hein. Mais ça date de 74, bordel de merde. Tu vas pas séduire le lectorat avec un truc qui date de 74 et qui a mal vieilli. Ils ont publié Sub Diego. L'arc Sub Diego en lui-même que vous allez retrouver dans le premier volume, il est très bien. Mais la suite, c'est vraiment pas ouf, quoi. Et c'est même mauvais, j'ai envie de dire. C'est même mauvais. Il y avait peut-être autre chose à publier avant Sub Diego. Ça fait 2 volumes pour juste un arc qui coule. C'est cher payé, hein. Et La Mort du Prince, je le répète, ça a beau être génial, ça a beau être fondateur pour le personnage, c'est pas le meilleur truc pour aller draguer du lecteur, quoi. Je pense qu'il y a eu un souci là. Alors peut-être c'est plus compliqué que ça. Hein. Peut-être qu'ils peuvent pas publier Aquaman de Peter David chez Urban parce que ils ont pas les fichiers ou je sais pas, j'y connais rien. Il y a peut-être un problème qui vient directement de DC Comics, de la maison mère, qui fait que eux ils peuvent pas le publier. On verra d'ailleurs si c'est résolu avec la sortie de l'omnibus courant l'année prochaine. Peut-être que là Urban va saisir de l'occasion pour faire des bouquins. Je l'espère vraiment. Mais là, quoi qu'il arrive, il faut vraiment réclamer cette aventure, les petits gars. Il faut vraiment avoir ça en VF. Hein. Et même moi, je l'ai lu en VO. Je la relirai en VF parce qu'évidemment, c'est de la VO qui n'est pas du tout accessible. Je vais être franc, hein, autant Atlantis Chronicles, ça se lit facilement, ok. Ça se lit très très bien, même pour quelqu'un qui maîtrise pas spécialement l'anglais plus que ça. Mais là, pour le coup, j'étais beaucoup sur mon Google Trad. Il y a beaucoup d'expressions qui sont intraduisibles, beaucoup de mots Google Trad erreur, tu vois, ils ne trouvent pas. Pour, vraiment, il y a des mots qui sont, ça doit être du jargon américain, quoi, et du coup, c'est intraduisible sur Google, et il y a beaucoup de trucs que j'ai pas saisis. Hein. Évidemment, j'ai compris, allez, dans l'ensemble, j'ai compris 80% de ce que je lisais, mais il y a beaucoup de petites subtilités qui m'ont échappé. Hein. Donc, c'est pas un anglais accessible. Je vais être franc avec vous. Si vous voulez partir sur la VO, faites attention parce que c'est pas très simple d'accès. Voilà. J'en étais où? Donc, raison de plus pour réclamer ça à corps et à cri à Urban Comics. On veut la VF. Même moi, je veux la VF. Je veux les beaux bouquins Urban en plus. Là. Peter David présente Aquaman. Avec Aquaman en orange. Eh oui. Je veux ça Urban Comics, s'il vous plaît. Faites-nous ce cadeau. S'il vous reste plus qu'une chose à publier sur le personnage, et après, promis, on vous en demandera plus, publiez au moins ça. Avec Atlantis Chronicles, parce que tu peux pas publier ça sans Atlantis Chronicles. Il faut qu'il y ait Atlantis Chronicles dans le tome 1. Obligatoirement. Et pour en revenir à ce que je disais sur la fin du run de Peter David, de ce que j'ai ressenti, c'était vraiment, vous m'avez cassé les couilles, les gars. Et ben, voilà comment je termine mon run, voilà comment je bâcle le truc. Démerdez-vous avec ça. Désolé pour mon successeur, je suis vraiment désolé pour lui parce que là, ça va pas être facile de récupérer l'affaire. Mais c'est pas grave. Vous m'avez fait chier, je vous emmerde. Moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Je me trompe peut-être complètement. Peut-être que je me fourvoie et que ce n'était pas du tout le cas. Comme j'expliquais, il a peut-être parlé avec Dan Abnett. Il lui a dit voilà, tu pourrais éventuellement faire ça. Je te fous pas dans la merde. Je te donne des pistes. Peut-être. Mais waouh. Dur. Et j'ai l'impression que dans cette dernière page, au pire, si vous voulez vous la spoiler, allez, c'est pas un grand spoil. Ok, c'est pas un grand spoil. Je vais le dire. Sur la dernière page du run de Peter David, on voit le Aquaman classique qui revient. Elle est où Mera? Et comment ça se fait que tu as la barbe et un harpon à la place de la main gauche? Voilà. Donc en gros, le Aquaman de Peter David est confronté au Aquaman classique. Avec le costume orange, le Aquaman de l'âge d'argent. Qui recherche Mera, alors que Mera, on l'a vu 2 fois dans tout le run. Enfin, j'ai eu l'impression que là, Peter David disait, bah vous savez quoi, vous m'avez fait chier, donc tout ce que j'ai apporté au personnage, son charisme, son harpon, son nouveau costume, eh ben je le reprends. Voilà. Et je fais revenir Aquaman tel qu'il était avant que je travaille dessus. C'est à moitié vrai parce que Sean McLaughlin avait déjà commencé à transformer le personnage. Hein. On n'est pas passé directement du Aquaman classique au Aquaman de Peter David. Il y a eu une transition avec le run de Sean McLaughlin où déjà on avait un Aquaman qui était un peu plus violent que d'habitude. Ça s'est pas fait direct. C'est pas Peter David qui a complètement dépoussiéré le personnage. Il y avait déjà eu un travail entrepris sur les 13 épisodes de Sean McLaughlin avant lui. Hein. C'est pas aussi simple que ça, mais quand même, voilà.
J'ai vraiment l'impression que Peter David il dit ben, vous savez quoi, hein, ce que j'ai apporté au personnage, ben, je le reprends, je repars avec et je vous redonne celui-là. Ciao. Coup de génie ou pas, à vous d'en débattre. Je suis désolé, cette vidéo est beaucoup trop longue, en plus elle passera pas par le montage. Parce que vraiment j'ai pas le temps en ce moment de monter des vidéos de 40 minutes qui plus est. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Conclusion, réclamez ça à Urban Comics, faites ce que vous pouvez sur les réseaux sociaux. Moi j'y suis pas, mais voilà, s'il faut faire des hashtags, des machins, faites-le, faites-le, faites-le. Faut les harceler. Faut les harceler, vraiment. Parce que ils peuvent pas se permettre de nous publier du Dawn of DC ou du Robin Infinite tome 4 ou du Nightwing Infinite tome 6 et de passer à côté de ça. Ok? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. De publier Blue Beetle Infinite et de pas publier Atlantis Chronicles, c'est pas possible. C'est comme publier Batman Infinite sans avoir publié avant Dark Knight Returns. C'est pareil. C'est le même genre d'hérésie, tu vois. Voilà. Bref. En termes d'aventure longue, de run complet, oui, très clairement, c'est mon expérience la plus fabuleuse. Voilà, c'est mon expérience la plus fabuleuse chez DC Comics. J'ai lu d'excellentes choses, hein, mais vraiment, sur un run aussi long, réussir à me maintenir avec un tel suspense et une telle hype de l'épisode 0 à l'épisode 46, putain, bravo, bravo, bravo. Malgré, comme j'expliquais, les petits soucis sur la fin, quoi. Et là, j'ai lu l'épisode 47, donc le premier de Dan Abnett, qui malheureusement doit composer avec le Aquaman classique. T'imagines bien que le pauvre, ben, l'épisode 47 est vraiment pas terrible. Waouh, tout de suite la qualité en prend un coup, quoi. Tu sens qu'il y a un changement de, paradigme, quoi. Il y a un changement de scénariste et le pauvre, il commence avec un truc qui était peut-être pas forcément voulu. Enfin, ouais, c'est chaud. J'aimerais pas être à sa place. Ou alors j'aurais demandé un gros chèque. Hâte de voir ce qu'en disent les lecteurs d'ailleurs. Voilà, allez. Fin de la vidéo. Évidemment, il y a beaucoup de choses que j'ai pas passé en revue. Là, j'ai effleuré que la surface du run de David. Parce que c'est tellement dense, complet, tellement passionnant que tu peux pas résumer ça même dans une vidéo de 42 minutes, quoi. Allez, ciao les zingues. De toute manière, j'en reparlerai beaucoup plus brièvement pour le coup. Là, ça restera la vidéo référence. J'en reparlerai beaucoup plus brièvement dans la vidéo sur l'âge sombre. Voilà. Il me reste encore pas mal de choses à lire. J'ai la mini-série Tempest également à lire, qui est affiliée au run de David, parce que Garth, il effectue un changement de personnalité. Un petit peu comme Robin devient Nightwing, ça Dick Grayson quand il devient Nightwing dans les Teen Titans de Perez et Wolfman. Et ben là, on a aussi ce changement d'identité où Garth, eh ben, il s'émancipe définitivement d'Aquaman, enfin de l'image d'Aquaman, en adoptant un nouveau nom. Ce n'est plus le Lad d'Aquaman, ça devient une personnalité à part entière, et ça devient donc Tempest. Il développe des super pouvoirs liés à la magie, parce qu'il apprend la magie avec un personnage que je ne vous spoilerai pas, qui fait son grand retour dans les pages d'Aquaman. Il part en stage avec lui, et ça, ben, c'est un peu passé sous silence, parce que c'est justement ce qui nous est raconté dans la mini-série Tempest, que j'ai commandé, que je devrais pas tarder à recevoir, donc j'en parlerai également. Donc il me reste ça à lire, il me reste toute la fin de la 5e série, épisode 47, donc Dan Abnett jusqu'au travail de Dan Jurgens, qui a clôturé la 5e série, épisode 75. Donc il y a encore beaucoup de boulot. Et puis il va falloir que je me procure également la Justice League de Grant Morrison, qui date de la même époque, parce que c'était ce Aquaman-là qui, de ce que j'ai cru comprendre, faisait partie de la Justice League. C'était le Aquaman de Peter David qui était dans la Justice League de Grant Morrison. Donc il va falloir que je lise tout ça. Je dois vous avouer que la GLA de Grant Morrison, c'était pas du tout prévu au programme. Donc ça va ralentir mon encyclopédie, ça va retarder la sortie de ma vidéo sur l'âge sombre, qui était prévue d'ici le mois de novembre. Là, on tablera peut-être plus sur du décembre, voire du janvier, parce que j'ai encore beaucoup de choses à lire. Et surtout que je vais faire une petite pause. Je vais lire Wonder Woman, je vais lire 2-3 bricoles, je vais lire Superman Chronicles, donc je vais pas tout de suite enchaîner sur du Aquaman. Je sors de pas loin de 50 épisodes, donc j'ai envie de m'aérer un petit peu, sans mauvais jeu de mots, et de passer un petit peu à autre chose et de revenir sur le personnage après. Donc je vais m'offrir une petite parenthèse. Pendant ce temps-là, je continue à écrire mon encyclopédie, et voilà, elle sera disponible, le chapitre de l'âge sombre, qui sera beaucoup plus long que les autres d'ailleurs. Là, j'ai déjà 20 pages, et je suis très loin d'avoir fini.
Donc ouais, il sera beaucoup plus long que les autres et il sera disponible, ben, quand la vidéo sortira. Voilà, voilà. Comme ça, vous savez tout, les petits gars. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas sur les réseaux sociaux, on veut Aquaman, Peter David. Voilà. Allez, ciao les uns.